Retrouvez Smart at Work en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, émission bimensuelle autour du concept du bien travailler. Aujourd'hui, nous allons parler innovation. Quels sont les leviers de l'innovation au sein des PME et des ETI? Dans quelle mesure est-ce qu'elles peuvent s'appuyer aujourd'hui sur des startups pour réussir leur transformation? Comment embarquer ensuite toutes les équipes, toutes les parties prenantes dans de tels projets? Et enfin, quelle place pour l'humain au cœur de ces transformations? On en parle dans un instant avec mes invités. C'est Smart at Work. Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie de Julien Masson. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes CEO de X-Makers. Alors votre parti pris, vous, c'est que l'innovation aujourd'hui, elle n'est plus seulement réservée aux grands groupes. On peut aussi accompagner les PME, les ETI dans leur transformation. Oui, exactement. Alors moi, dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer récemment pas mal de dirigeants de PME et d'ETI qui sont aussi en train de réfléchir à comment faire évoluer leur modèle économique vers des entreprises qui soient plus tech. Et nous, on est convaincus que cette transformation, qui est quand même une exécution assez radicale pour eux, passera aussi par des collaborations avec un écosystème et des savoir-faire qui viennent de start-up, plutôt des start-up en forte croissance. Alors, quel est votre modèle, vous? Comment est-ce que vous les accompagnez aujourd'hui? Alors, nous, on a un parti pris en termes d'open innovation, c'est qu'on ne voit pas les start-up comme un ensemble de solutions et de produits, on voit plutôt ces start-up-là comme une machine de R&D extraordinaire, où on se dit d'un côté, on a des PME qui ont développé un savoir-faire historique incroyable, et c'est vrai qu'on a cette chance en France, je vais être un petit peu chauvin, et de l'autre côté, on a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui créent des start-up, qui après deviennent des scale-up, c'est-à-dire des start-up en forte croissance, et pour créer ces nouvelles success stories qui se traduisent par des nouveaux produits ou services, ils ont mis en œuvre, pour moi, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences, ils ont créé des fois des nouveaux process en partant de zéro, et nous, c'est ce qu'on essaye de comprendre, c'est tout ce nouveau savoir-faire qui a émergé, et c'est ça d'ailleurs notre plateforme, pour le mettre ensuite, cette capacité de R&D et d'exécution à disposition de patrons de PME qui voudraient aussi se réinventer. En fait, vous implémentez un peu les méthodes des startups dans les PME, les ETI? Exactement, ouais. C'est vraiment ça, un peu comme un architecte va essayer d'imaginer une maison. Nous, on essaie d'imaginer finalement quelle va être la transformation que la PME va opérer. Et je refais l'analogie avec un architecte, on va se dire quelles sont toutes les compétences et savoir-faire qu'on a besoin. Et c'est des compétences très opérationnelles, hein. C'est vraiment de l'exécution dont on a besoin pour faire cette transformation-là. Et au lieu de réinventer la roue en partant de zéro et en faisant du test and learn, on se dit, bah non, il y a déjà ces startups-là, elles ont déjà vécu ces challenges-là, elles ont déjà mis en place des choses qui fonctionnent, qui sont des standards. Il y a juste finalement à les adapter pour les mettre dans d'autres contextes. Et comme ça, on gagne un temps en R&D qui est phénoménal et ça permet d'accélérer plus vite la transformation du business. Et comment est-ce que vous avez connaissance de ces systèmes qui ont été déployés par des startups? Comment est-ce que vous comprenez leurs méthodes et comment est-ce qu'ensuite vous pouvez les appliquer à des PME ETI? Parce que j'imagine qu'elles ne livrent pas leurs secrets comme ça. Non, elles ne livrent pas leurs secrets. Alors, je pense qu'on a affaire déjà à une génération d'entrepreneurs qui finalement fonctionnent un peu comme des API. Ils sont hyper ouverts. Ouais. Et ils n'ont pas de mal un peu comme l'open source, ils n'ont pas de mal à partager finalement ce qu'ils ont mis en œuvre à partir du moment où le projet est non concurrentiel avec leurs propres produits ou services. D'accord. Nous, ça nous a mis quand même beaucoup. Alors, c'est pas juste de la mise en relation, l'histoire, c'est quand même, ça nous a mis. Enfin, ça fait 5 ans qu'on travaille dans ce milieu-là, et on a, au fil du temps, déjà tissé des liens avec de nombreux entrepreneurs qui nous ont fait confiance, et on a développé aussi, nous, en interne, notre propre méthodologie pour scanner et analyser et modéliser tous ces savoir-faire-là qu'on arrive à classer. Donc, de manière macro, on va modéliser leur business model. On en a référencé une trentaine en B2B et une trentaine aussi en B2C. Et ensuite, un peu par effet de granularité, on va essayer de redescendre de plus en plus bas pour essayer de comprendre un peu au microscope qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils sont organisés, et quel est le super pouvoir qu'ils ont mis en œuvre pour créer cette belle histoire qu'on raconte dans la presse. Et on peut vraiment dupliquer comme ça des choses qui marchent chez des startups avec une génération peut-être qui est différente, avec des process qui sont différents, à des PME familiales, avec un héritage, par exemple? Bah oui, de toute façon, je pense que la suite du débat, on va en être la preuve, mais oui, carrément. C'est avant tout une histoire, quand je dis d'hommes et de femmes, je pense que c'est avant tout une histoire humaine qu'il faut réussir à créer entre des équipes de ces PME et aussi ces équipes de start-up, parce que derrière ces savoir-faire,
derrière, il y a des personnes. Et donc, cette aventure qu'on leur vend un peu comme du Red Bull entrepreneurial très concentré, finalement, c'est une vraie alchimie entre des gens, entre des personnes elles-mêmes. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne, quoi. Et c'est quoi l'intérêt pour les startups de vous accompagner, vous, dans cette démarche auprès des PME ETI? Alors bon, ça, c'était le premier truc qu'on a dû craquer parce que nous, en plus, on travaille avec les PME qui performent. Et c'est vrai qu'on a la chance de côtoyer des CEO extraordinaires dans notre quotidien qui sont déjà, des fois, pour certains, leur deuxième success story. Je pense, ce qu'ils viennent chercher, au-delà d'une rémunération, c'est pour eux et leurs équipes qui missionnent aussi dessus, c'est un autre challenge finalement entrepreneurial. Ils en ont pas assez en fait. Non, C'est ça. ils se shootent à ça, quoi. Et finalement, le fait, pour eux, je pense que c'est aussi une mission qui leur tient à cœur de se dire, ce dirigeant qui a créé une super PME qui cartonne, si moi je peux contribuer à l'amener encore plus loin, à l'aider à explorer de nouveaux marchés, et que j'ai contribué à cette petite pierre pour le faire encore super performer, quelque part, je pense qu'il y a une petite question d'ego, ça leur fait plaisir et ça les fait kiffer, quoi. Merci Julien Masson, CEO de Xmaker. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va entrer un petit peu plus encore dans le vif du débat. Et je suis toujours en compagnie de Julien Masson, CEO de Xmaker. À mes côtés également Thomas Solignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de Golem.ai. Vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant. Et puis Xavier Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des services à la valeur ajoutée chez Manutan. Alors Xavier, moi je me demandais quels sont les champs d'innovation possibles aujourd'hui pour une PME, une ETI ? C'est pas que le produit, j'imagine. Il y a plein de leviers, plein de champs d'innovation possibles. Alors nous, on a commencé déjà par ce qu'on appelle les pain points chez nous. C'est-à-dire dans un métier quelconque, quel endroit on va passer trop de temps à faire quelque chose qui n'est pas à valeur ajoutée. D'accord. Et une fois qu'on a identifié un pain point, on peut aller chercher une technologie à l'extérieur pour résoudre ce pain point. Ah, c'est intéressant. On va revenir sur le fait que vous alliez chercher à l'extérieur, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais vous, Thomas, vous avez cofondé Golem.ai. C'est une solution de traitement automatique du langage. Ça participe à la digitalisation justement des PME ETI, mais ça veut dire quoi la digitalisation du langage ? Eh bien, dans les entreprises, le langage est omniprésent. Dans les documents, dans les appels d'offres, tout ce qui est contractuel, etc. De manière générale, le langage humain, notre langage quotidien, il est partout. Et en fait, si on veut gagner du temps là-dessus, si on veut accélérer tous les processus qui sont profondément basés dessus, il nous faut des logiciels qui comprennent ce qui est dit, de quoi ça parle et quels sont les éléments à l'intérieur, tout simplement. Et à partir du moment où on fait ça, on est capable d'automatiser, on est capable de faire de l'innovation. Et aujourd'hui, pour faire ça, Golem.ai, en fait, c'est de l'intelligence artificielle qui est capable de comprendre ce qu'il y a décrit dans un document. Et ça va automatiser le traitement des documents, le traitement de la relation client, le traitement des appels d'offres, le traitement des bons de commande, tout ce qui, en fait, est dans notre langage naturel qui, d'habitude, pour la machine, est un peu difficile. Et donc là, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'interaction humaine ? Ou à un moment, quand même, l'humain intervient dans tout ça ? Alors, il y a toujours interaction d'un humain, d'un collaborateur dans les process, tout simplement parce qu'à un moment donné, l'IA, elle n'est pas responsable de pourquoi on le fait ou de comment on le fait, elle est responsable de le faire à l'échelle, massivement et efficacement, mais ça ne changerait en fait que l'IA toute seule, elle ne sait pas quoi faire. Donc on va lui donner un objectif, un processus métier qu'elle va accomplir de manière automatique, y compris parfois avec une complexité supérieure à ce qu'on pourrait vraisemblablement former une personne à faire dans des temps raisonnables, mais ça va être toujours des personnes qui vont choisir quelle est notre stratégie. Par exemple, si vous traitez automatiquement des bons de commande, vous allez avoir une stratégie vis-à-vis de vos produits, vis-à-vis de la marge que vous visez, vis-à-vis des marques que vous favorisez, vis-à-vis de, en fait, plein d'aspects différents de votre métier qui sont avant tout la stratégie et puis le désir par rapport à votre marque, par rapport à votre relation client, tout ce qui en fait n'est pas machinal. Xavier, vous avez dit il faut aller chercher à l'extérieur une solution technologique. Ça veut dire que aujourd'hui, vous partez en fait du principe que l'innovation en interne dans une PME, c'est pas possible ? Alors en fait, je ne dis pas que c'est pas possible, je dis que en fait, une ETI n'a pas les moyens d'une très grosse entreprise et qu'on n'a pas forcément les moyens, par exemple, comme le fait Golem.ai, de développer un moteur d'intelligence artificielle qui va reconnaître le langage. D'accord. Par contre, si on a un problème qui dit j'ai un texte non structuré, je dois le rapprocher de quelque chose qui va m'aider pour aller beaucoup plus vite dans mon processus, c'est quand même plus logique d'aller chercher un expert à l'extérieur, de regarder comment on peut intégrer cette technologie chez nous et, comme a dit Thomas, de gagner du temps. Et nous, par exemple, le temps qu'on gagne, on va le remettre plutôt vers nos clients. C'est-à-dire plutôt que de passer du temps, on parlait de mail, à comprendre un mail et à l'adresser à la bonne personne, tout ce temps qui est gagné, on préfère le mettre à disposition de nos clients.
Julien, c'est un levier de performance aussi, l'innovation dans une PME ETI. Oui, carrément, mais je pense qu'en plus c'est intéressant, c'est un exemple qui est super pertinent, je trouve, parce qu'aujourd'hui, je pense les ETI vont se concentrer sur leur core business et se concentrer sur ce qu'elles savent super bien faire. Et je trouve ça intelligent de se dire, c'est pas notre core business de faire de l'analyse de langage et ainsi de suite, et plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à faire de la R&D en interne, d'aller recruter des docteurs en IA qui sont chassés dans tous les sens, de se dire, et qui coûtent très cher, de se dire, non, on va aller s'appuyer sur des gens qui savent bien le faire, on va intégrer ce savoir-faire-là et tout le monde est gagnant dans l'opération, quoi. Alors, vous, Thomas, vous avez développé un outil. Comment il est reçu, cet outil, par les équipes quand vous arrivez? Vous leur dites, je vais un peu révolutionner votre façon de travailler, vous allez appliquer mon outil et vous allez voir, je vais régler tous vos problèmes. Ça se passe bien ou il y a quand même toujours un petit peu un sentiment de réfraction au changement? Alors aujourd'hui, quand on fait de l'intelligence artificielle, on fait nécessairement de l'évangélisation et de la pédagogie. Parce que le mot est en plus intelligence artificielle, avec tout ce qui véhicule, c'est un peu compliqué parfois. C'est ça, mais la chance qu'on a, c'est qu'on fait de la pédagogie et pas de la démagogie. On se contente de dire ce qui est vrai, parce que ce qui est vrai, c'est que c'est au service des métiers, et ce qui est vrai, c'est que ça permet de se concentrer sur en fait des choses qui sont plus importantes et qui sont plus proches de ce que les gens aiment faire et de ce qui fait sens dans leur travail. Souvent, ce que fait l'IA, c'est le passage à l'échelle, c'est l'exécution massive, ce qui sont des choses en fait qui sont typiquement ce qu'on appelle du machinal. Et ce qui est machinal revient très bien aux machines. Et effectivement, quand on approche une équipe, quand on approche une entreprise pour mettre à disposition ces solutions d'intelligence artificielle, il y a une pédagogie pour expliquer ce que c'est. Déjà expliquer que ce n'est qu'un logiciel, comme un autre finalement, si ce n'est qu'il va pouvoir apporter un retour sur investissement plus important que ce que font les logiciels jusque-là, plus important que la moyenne des logiciels en tout cas. Ouais. Et également qu'en fait, ça va prendre des décisions plus poussées, plus autonomes. Mais ça reste un objet qui est très maîtrisé, qui dans notre cas, en plus, n'est pas une boîte noire. Donc ça veut dire qu'on sait comment il marche, on sait pourquoi, il donne des explications sur son fonctionnement, et qui en fait est simplement au service des métiers. Donc c'est censé leur gagner du temps, ça fonctionne en fonction de leurs besoins et de leurs désirs. En somme, c'est à leur service. Et c'est effectivement ce message-là qui va être très important pour que ça passe bien, puisque vous l'avez raison, c'est un petit peu le sous-texte de cette problématique, c'est qu'il peut y avoir une inquiétude autour de l'IA. Mais une fois que c'est compris, une fois que c'est décrit de manière simple et pragmatique, ça se passe très bien. Julien, vous, ça se passe aussi bien que Thomas quand vous débarquez avec vos méthodes de start-up dans les PME ETI? Pour le moment, ça se passe bien parce que c'est avant tout une volonté d'un dirigeant qui a une ambition de changer. Donc il arrive à embarquer ses équipes et je pense qu'il les prépare bien. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être inquiétant de se dire, en plus c'est un monde, on en parlait tout à l'heure, qui est blindé de nouveaux mots, qui est blindé de nouvelles technologies. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut arriver de manière, je pense, très humble dans ces ETI parce qu'on a affaire à des gens qui ont peut-être des fois 30 ou 40 ans d'entreprise, qui n'ont pas connu cette révolution. C'est peut-être pas aussi natif qu'eux. Donc je pense que Thomas l'expliquait bien. C'est juste d'être hyper pédagogique, de simplifier et de dire c'est comme ça, c'est l'évolution du temps, on est obligé d'y passer, et si on n'y passe pas, on aura peut-être des soucis demain. Et je pense qu'un gros effort pédagogique, ça suffit des fois à déverrouiller des situations. Xavier, Laurent, vous du côté de l'entreprise, pour le coup, comment est-ce qu'on embarque les équipes sur des projets comme ça? Alors nous, la façon qu'on a eu de faire, c'est d'impliquer les métiers directement depuis le départ. Par exemple, pour le projet avec Golem AI, c'est eux qui ont fait le POC, donc le test, avec plusieurs solutions. C'est eux qui ont choisi Golem, et c'est eux qui ont animé le projet depuis le départ. C'est vraiment les chefs de projet. Ça fait deux choses. Le premier, c'est qu'ils s'approprient cette technologie, tout le vocabulaire dont vous parliez, mais aussi ils sont impliqués dans le résultat, ils comprennent complètement la finalité. Et puis ensuite, l'informatique, l'IT, les équipes techniques vont rentrer dans le projet au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on dérisque ce projet. C'est-à-dire qu'on voit, on a de plus en plus de preuves de l'efficacité de cette technologie pour ce processus-là. Et à ce moment-là, l'informatique va rentrer et va assister le projet pour l'intégrer, faire partie, et le mettre dans le système d'information du groupe. Oui, c'est un truc, c'est pas piloté vers le haut, mais vous avez pris un peu le sens inverse, quoi. Ouais, on a eu ces craintes-là, c'est-à-dire que l'informatique, mais surtout l'intelligence artificielle, les gens qui sont opérationnels ont toujours un petit peu peur d'être dépossédés de leur métier. Et on s'est dit que si on les faisait participer dès le départ, ils allaient voir les avantages de cette automatisation-là et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire du temps qu'ils gagnaient pour faire plus de qualité et être plus avec les clients. C'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment de robots qui pourraient prendre les jobs. J'imagine que Thomas, c'est une critique à laquelle vous devez être confronté un peu également, non ?
Bien sûr, il y a une inquiétude de comment va affecter en fait l'IA, quel impact ça va avoir sur le travail globalement d'une part, mais aussi plus spécifiquement moi comment ça va interagir avec mon entreprise. Ce qui est important de noter quand même, c'est que on est dans une réalité économique et concurrentielle nécessairement. Et aujourd'hui, on a quand même une volonté de la part des collaborateurs et des entreprises d'aller vers plus de bien-être, vers des temps de travail qui soient compatibles avec une vie de famille, du travail qui soit qualitatif, qui ait du sens. On a aussi le besoin de plus en plus d'avoir une activité industrielle qui soit écologique dans une certaine mesure. Et tous ces objectifs-là, en fait, alors que dans l'autre côté, on a le client qui, lui, veut une vitesse de réponse, toujours plus de disponibilité, toujours plus de qualité, etc. On a en fait beaucoup de besoins qui augmentent en interne et en externe. Et quelle est la ressource pour répondre à ça ? Eh bien, l'IA est une des ressources, effectivement, pour répondre à ça, pour permettre de faire plus de choses en moins de temps, et donc globalement avec moins de ressources. Mais en fait, on ne répond pas au problème de comment on peut avoir moins de collaborateurs, on répond au problème de comment on peut répondre à tous nos besoins qui sont là aujourd'hui et qui sont en train d'arriver avec les collaborateurs qu'on a à l'heure actuelle. Thomas, comment est-ce qu'on fait matcher les deux cultures ? Parce qu'effectivement, vous le disiez, il y a le côté des gens qui sont... Pardon, c'est Julien, je vous regarde et je dis Thomas, je ne sais pas pourquoi. Je voulais vous dire, voilà, comment est-ce que vous faites matcher les deux cultures, vous qui fréquentez d'un côté les startups et de l'autre côté les PME, avec effectivement des gens qui parfois ont 30-40 ans d'ancienneté. Comment est-ce qu'à un moment on arrive à réconcilier tout ce monde-là ? C'est vrai que pour le coup, c'est vraiment deux cultures différentes. Enfin, moi, je pense que le monde des startups, c'est une vraie culture à part entière, un peu ceux qui sont nés dans les années 90 avec la culture pop. Enfin, déjà, juste des fois sur le look vestimentaire, des fois, c'est le choc. Ouais. C'est le choc des cultures. Moi, je pense que ce qui fonctionne bien, c'est d'arriver à expliquer de manière pragmatique la valeur que va amener cette équipe de start-up-là à d'autres personnes. Et encore une fois, je maintiens que c'est avant tout une rencontre humaine entre deux équipes. Peut-être qu'il y a des plus jeunes, des plus vieux. Et je pense que c'est surtout une question de mindset et d'ouverture d'esprit qui fait que ça matche bien, quoi. Donc je pense que c'est ça, moi, ma réponse. C'est vraiment l'ouverture d'esprit des deux côtés en disant je fais un bout de chemin vers toi en te simplifiant ce que je suis en train de faire. Et moi, je fais un bout de chemin vers toi en essayant de comprendre aussi tes codes, ta façon de parler, ta façon d'agir, d'innover, et ainsi de suite. Et après, ça matche bien. Xavier, est-ce qu'on innove plus facilement dans une PME ETI qu'un grand groupe ? Parce qu'on peut se dire, effectivement, c'est une plus petite structure, les processus de décision vont plus vite, les gens se connaissent, ou pas ? Ou est-ce que c'est une idée reçue ? Je sais pas. Alors, moi, je pense surtout que les ETI doivent focaliser sur des vrais problèmes. Elles ne peuvent pas se permettre d'ouvrir 200 projets en même temps. Chez Manutan, on a ouvert une dizaine de projets au maximum, parce qu'après, on n'est pas capable de les gérer, on n'est pas suffisamment nombreux. Donc on est très très focalisé sur les projets qu'on lance. On se donne beaucoup de chances de les réussir. Et je pense que c'est surtout ça la vraie différence. Nous, on n'a pas les moyens, au-delà même d'un problème financier, on n'a pas les moyens de se focaliser sur 200 projets en même temps. Là, vous n'êtes pas suffisamment staffé. On n'est pas suffisamment staffé, on est très très opérationnel, et donc on va focaliser sur ce qu'on appelle des pain points, des vrais problèmes rencontrés par les opérationnels. Comme ça, on est sûr que ces opérationnels vont y mettre toute l'énergie pour réussir. Et que l'innovation est utile aussi. Elle est immédiatement incarnée. Ça, c'est du point de vue de l'ETI. Du point de vue de la start-up, je trouve que c'est hyper intéressant parce que la start-up, elle est directement impliquée avec des gens qui sont opérationnels, qui sont sur le terrain. Ils vont voir le résultat de leur technologie à l'œuvre une semaine, un mois, 3 mois plus tard. Tout de suite, ça s'incarne. Ce qu'on a fait Golem, c'est qu'ils étaient chez nous tout le temps, avec les opérationnels. Ils ont vu comment on travaillait. Ils ont appris notre vocabulaire et on a appris le leur. Et ça s'incarnait tout le temps. C'est-à-dire que là, toutes les semaines, on a un petit point et Golem est impliqué dans la réussite et dans le ROI de ce projet-là. Donc on en lance moins, mais ils sont très, très focalisés. Le ROI, c'est important pour faire accepter ce changement, cette transformation-là ? Ouais, alors moi, ma conviction, c'est que lorsqu'on lance un projet de ce type-là, il faut aller très vite. C'est une des vraies conditions de succès. Moi, je pense que 3 mois pour faire le test, 3 mois pour faire une première expérience en production et ensuite déployer, ça fait 9 mois. C'est la vitesse à laquelle il faut aller. Et d'ailleurs, les startups vont à cette vitesse-là. Ça, c'est une vraie garantie de succès. Thomas, est-ce qu'il faut aujourd'hui on parle beaucoup de transformation digitale, mais c'est vrai que ça reste un peu vague parfois. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que l'ensemble de l'industrie française, on parle beaucoup d'industrie 2, 3, 4.0, est-ce qu'il faut que l'ensemble de l'industrie française se mette un peu dans un mindset tech ?
À un moment donné, ceux qui ne le feront pas vont sentir la différence. Ce qui est sûr, c'est que de la même manière que ceux qui ont fait une transformation digitale tardive, ne serait-ce que le fait d'exister sur le web, l'ont senti, aujourd'hui on va sentir une différence et un retard notable de par le fait de ne pas utiliser les dernières technologies, simplement parce que pour un même résultat, ça a un coût concret et ça a un niveau de qualité et d'efficacité qui n'a rien à voir. Donc effectivement, ça crée des disparités, la capacité d'accès à la technologie, qui sont absolument énormes. Alors, notre vocation, c'est de porter la technologie en France au service des entreprises françaises. Il y a un discours qui voudrait dire que, en fait, les US et la Chine seraient très en avance sur nous. Le discours, je le trouve, d'une part, pas complètement vrai et d'une part assez insupportable. Et en fait, c'est notre mission quotidienne que d'amener la tech aux entreprises avant tout françaises pour que, effectivement, au niveau international, on soit au plus compétitif possible. Et effectivement, la tech est une dimension fondamentale parce qu'aujourd'hui, elle est sur toutes les composantes de l'entreprise. Et ça, effectivement, ça ne fait que s'accentuer. Alors moi, je vous écoute tous les trois. J'ai l'impression que finalement, l'innovation, ça se fait assez bien. C'est hyper fluide. Mais Julien, vous rencontrez des problèmes quand même, j'imagine. Il y a des fois où ça se passe un peu moins bien. Bah oui, je pense que par rapport au sujet de la tech, c'est vrai que là, il y a une vraie mission, c'est comment on transforme une entreprise traditionnelle en une entreprise tech. Et ça va plus loin que la transformation digitale. D'ailleurs, sur ces entreprises tech, on regarde le classement des marques les plus puissantes au monde. Il n'y a pas photo. C'est toujours les Américains avec leurs GAFA. Et je pense qu'on a un énorme potentiel en France de créer des entreprises puissantes. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas si rose. Le changement, le temps d'adaptation, le temps de changement, enfin le change, je pense, c'est ça le principal frein. Alors, je l'ai vu du côté corporate, vraiment. Du côté PME, quand on a un patron qui est assez visionnaire et qui arrive à bien embarquer ses équipes, généralement, le phénomène se met plus rapidement en place. Mais après, c'est sûr que c'est pas juste d'aller des fois implanter une technologie. C'est aussi comment on va former les gens, comment on va pas les laisser sur le carreau avec des nouvelles compétences. Au marketing, on travaille avec une PME récemment. On leur parle de gros hacking, des compétences dont nous on a l'habitude en start-up, mais qui pour eux sont nouvelles. Donc il y a un gros enjeu de formation et tout ça derrière ça. Donc oui, ça prend du temps. Mais je pense que la prise de conscience, ça y est, elle a été faite. Et que quand on parle à ces dirigeants-là, aujourd'hui, on n'a pas l'air d'extraterrestres quand on leur balance certains mots. Pas tous, mais en tout cas, la plupart comprennent ce monde-là, en tout cas. Ouais. Enfin, j'imagine que ce n'est pas non plus qu'une question de vocabulaire, Xavier Laurent. Non, ce n'était pas qu'une question de vocabulaire. Il a fallu... En plus, on est dans l'innovation. Donc, une innovation, on prend des risques tout le temps. Ça peut aussi ne pas marcher. Une des grandes difficultés, c'est d'accepter ça. Enfin, on a eu des épisodes où ça marchait plus du tout. On s'est complètement remis en cause, ça remarche. Ça, c'est difficile pour des équipes à qui on a expliqué qu'on devait aller du point A au point B en ligne droite. En vrai, on fait de l'innovation, c'est jamais de la ligne droite. On apprend en même temps, nous, la start-up qui travaille avec nous. Donc ça, à mon avis, c'est une question aussi de lâcher prise. C'est-à-dire que les vrais experts dans l'interprétation du langage, c'est pas nous, c'est Golem. Et donc, c'est pas nous qui pouvons driver le projet. C'est nous qui devons leur dire, voilà le résultat qu'on voudra atteindre, aidez-nous à l'atteindre. C'est pas facile, ça. C'est compliqué de lâcher les rênes comme ça, non ? Très compliqué. Et on a toujours des moments où on lâche, puis on lâche plus, puis on relâche. Et on se voit régulièrement quand justement il y a ces problèmes-là, où tout d'un coup on se dit non mais attendez, Manutan, vous êtes super bon pour vendre des produits, vous êtes moins bon dans l'intelligence du langage. Laissez Golem et quelles sont leurs idées. Et puis eux, ils nous réclament ça. Ils disent mais attendez, nous si on était tout seul, on ferait de cette manière-là. Ouais. Et ben il y a souvent des up and down, des moments où on est très 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 ouvert à ça et ça se passe bien, et d'autres où il y a un petit peu de tension et où tout d'un coup on essaie d'être directif et c'est là où ça coince. Thomas, l'innovation dans une PME ETI, c'est une question de culture ou c'est une question de stratégie ou les deux ? La stratégie, évidemment, parce qu'à un moment donné, on sait quand même que ça va affecter toutes les dimensions d'une entreprise. Donc, ça ne peut pas être quelque chose d'extrêmement local. À un moment donné, ça va avoir un impact global sur l'entreprise nécessairement. Et la culture est essentielle tout simplement parce que... on parlait tout à l'heure des questions de comment l'IA est perçue. De manière générale, l'innovation va avoir des impacts sur la manière dont on fonctionne. Donc ça c'est une nécessité, une réalité qui peut faire peur, qui peut, dans une approche peut-être un peu traditionnelle, on peut se dire mais qu'est-ce qui va se passer ? En fait, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les business aujourd'hui ont vocation à ne plus se penser forcément dans des états, mais dans le mouvement. Voilà. Alors ça peut paraître être une évidence, mais en fait non. Quand on fait l'innovation, ça veut dire qu'il faut se penser dans le mouvement. Et ça, ce n'est porté que culturellement en fait. Donc il y a nécessité de fonctionner de pair avec des équipes qui vont penser les choses de cette manière-là. Mais aussi parce que l'innovation, en tout cas dans le cas de la tech, on le voit bien ici, c'est une rencontre
un petit peu un coup de foudre entre la tech et la réalité métier sur le terrain. Et c'est ce coup de foudre-là qui va donner lieu à de la collaboration, à de l'exploration, à de la création et finalement à de l'émergence de quelque chose qui va apporter une valeur parfois extraordinaire, qui va donner du résultat. Et ça, effectivement, c'est profondément en fait une approche de collaboration qui demande à ce que la culture soit au service de ça. Alors, on parle beaucoup effectivement d'innovation en mouvement, et une innovation, elle marche à un instant T. Et effectivement, si on se projette, j'imagine qu'il y a une autre innovation qui va prendre le relais. Julien, entre ces outils-là, les méthodes que vous implémentez, quelle est la place de l'humain? Qu'est-ce qui reste? Parce qu'il y a toujours cette question qui revient. Comment est-ce qu'on préserve aussi les équipes? Je pense que c'est intéressant ce que disait Thomas. Je pense qu'en vérité, aujourd'hui, les business models des boîtes, ils vont être en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, c'est la tech. Demain, je ne sais pas, ça sera peut-être d'avoir des business models CO2 friendly. Mais la place de l'humain dans tout ça, c'est surtout de leur développer chez eux, je pense, une capacité d'apprentissage continu, quasiment. Et c'est comme ça que fonctionnent les startups qui sont en forte croissance. Et aussi leur rendre plus d'autonomie, à leur laisser une autonomie à résoudre par eux-mêmes des problèmes qu'ils vont rencontrer quotidiennement. Parce que Thomas le disait tout à l'heure, l'innovation, quoi qu'on en dise, on en a besoin parce qu'aujourd'hui, les business models, on le dit, sont chahutés tout le temps. Donc, si on n'arrive pas à donner cette autonomie à des équipes, à se dire, OK, c'est pas grave, résous ce problème-là, si tu te plantes, c'est pas grave, et on peut échouer, on peut réussir, ça ne fonctionnera pas. Donc, à mon avis, c'est de développer dans les équipes, je résumerais ça, une capacité à apprendre de manière continue et leur laisser le loisir aussi de résoudre des problèmes de manière continue. Xavier, il faut faire comprendre aux équipes que l'innovation, c'est aussi une opportunité pour elles. Ouais. Alors, déjà, je suis complètement d'accord avec vous. C'est une vraie... il faut qu'on donne le droit à nos collaborateurs de prendre des risques. Et prendre un risque, ça veut dire parfois échouer, et surtout pas les sanctionner parce qu'ils échouent. À partir du moment où ils savent que c'est possible de prendre un risque, ils vont se donner des libertés qu'ils n'auraient jamais eues autrement. Et du coup, ça les fait évoluer énormément. Ça les responsabilise complètement sur les projets, sur le travail qu'ils font au quotidien. Et c'est eux qui vont venir nous voir en disant « ça, je le fais tous les jours. Franchement, on devrait pouvoir l'automatiser parce que je voudrais prendre ce temps-là pour... » Et là, ça les rend totalement responsables. Et donc, moi, pour répondre un peu, c'est une stratégie. Pour nous, c'est une stratégie de mettre l'entreprise en mouvement et donc de donner à nos collaborateurs la capacité de prendre des risques. Et c'est cette prise de risque qui va nous permettre de piloter des projets avec de l'innovation. Et il faut complètement accepter qu'il y en ait qui échouent. Enfin, il y en a régulièrement qui échouent, mais celui qui a échoué, il a appris 1000 fois plus que s'il n'avait rien fait. Et donc, il va pouvoir se reprojeter. Et si en plus, on reconnaît cette capacité à la prise de risque, cette capacité à essayer de changer son propre métier, on va le mettre à plein d'endroits différents parce que ça devient quelqu'un qui devient très, très intéressant pour nous. Merci beaucoup Xavier Laurent. Je rappelle que vous êtes directeur des services à valeur ajoutée chez Manutan, Thomas Solignac, CEO et cofondateur de Golem.ai, et Julien Masson, CEO de Xmakers. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Smart at Work sur Bismart.